Oui, l'entrevue est... Oui, absolument. Bonjour. J'ai dit quoi? OK. On pourra partir. On se regarde. On peut se regarder pour jaser. Je demandais si on regardait la caméra. Non, c'est moi, je vais m'adresser des fois comme au début dans l'introduction. Bienvenue. Une chance que vous êtes là. J'ai vu l'annonce hier. Ça fait pas très longtemps. C'est intéressant.
Bonjour et bienvenue à cet événement à la Maison du développement durable dans le cadre de la Semaine de l'Océan et du Saint-Laurent. Donc, c'est notre premier événement de cette série qui débute aujourd'hui. Une belle programmation à venir toute la semaine. Cet événement est en format hybride, donc nous avons un public en présence et c'est aussi sous forme de webinaire. Donc, bonjour à ceux et celles qui sont en virtuel aujourd'hui avec nous. Donc, l'événement est enregistré et sera disponible par la suite sur notre chaîne YouTube dans son intégralité. Alors, j'aimerais en profiter pour remercier Hydro-Québec, qui est le partenaire principal de notre programmation à la Maison du développement durable, ce qui nous permet d'offrir une programmation variée et gratuite pour tous nos publics, et le soutien de la Ville de Montréal également. Aujourd'hui, on reçoit Maryse Goudreau, artiste pluridisciplinaire, gaspésienne, photographe, cinéaste. Tu fais de la recherche aussi de manière indépendante, autrice. Donc, tu as plusieurs œuvres à ton actif et dans tous les cas, ce sont des processus très, très engagés au niveau de la transition écologique, l'environnement et tout ça. Tu es très, très sensible à ça. Donc, là, tu étais ici à Montréal dans le cadre du FTA, dans le cadre du OFTA également, donc une performance avec Safia Nolin, entre autres, la présentation de l'œuvre La conquête du beluga, une installation immersive dans le ventre de la baleine. Donc, tu as été très, très prolifique durant ton passage en Montréal, on peut dire ça? Oui, on peut dire ça. En tout cas, on est très content de te recevoir aujourd'hui, d'avoir pu t'attraper avant que tu repartes. C'est ça, à Gaspésie, c'est là que tu habites présentement. Oui, à Escuminac. Super. Donc, voilà, on t'attrape aujourd'hui pour cette courte entrevue et j'aimerais que tu nous parles du point de départ de ton œuvre, La conquête du beluga. Comment ça a commencé cette aventure-là? Ça fait vraiment longtemps que je travaille sur le beluga. Ça fait une dizaine d'années que j'ai décidé de monter une archive thématique sur cet animal-là que j'aimais vraiment beaucoup quand j'étais jeune. Puis, une des premières façons d'essayer de commencer un archive, ça a été de plonger dans les archives. Ça m'a amené à faire un premier livre qui s'appelle L'histoire sociale du beluga, qui est sous la forme d'une pièce de théâtre aussi, puis qui est exactement comme La conquête au niveau du processus d'écriture. C'est que je suis allée voir dans les verbatims à l'Assemblée législative du Québec pour voir qu'est-ce qu'on disait sur le beluga à travers toutes les époques. Et puis là, pour écrire la conquête du beluga, j'ai fait la même chose, mais toutes les phrases qui sont dans le livre ont été dites un jour ou l'autre par un député, un ministre ou un invité à la Chambre des communes du Canada. Donc, on passe à travers 150 ans d'histoire, puis on voit vraiment aussi une évolution qui se fait au niveau de la société, comment on parle du vivant, comment on se parle aussi. C'est notre rapport anthropologique à l'animal qui ressort. On parle des belugas à la fois en captivité, on parle de tous les enjeux là, qui touchent aussi les populations du Nord, les Inuits. Et donc, il y a des députés de tous bords, tous côtés. Ce n'est pas un projet qui est partisan. En fait, les partis ne sont jamais nommés. On regarde ça comme des humains qui font des choses avec des baleines, puis on essaie de comprendre c'est quoi notre rapport avec ces baleines, c'est qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est rendu à avoir autant de précarité dans ces espèces-là. On comprend aussi qu'il y a beaucoup d'actions politiques qui est quand même faite, puis il y a de la volonté pour qu'il y ait des changements, pour qu'il y ait de la protection. Souvent, le public, ce que j'ai remarqué quand ça a joué au FTA, en fait, la première, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là, qui venaient des groupes que le FTA organise, des groupes d'étudiants aussi. Puis, on parlait beaucoup d'anxiété suite à ça. Moi, je les recevais au QG, puis j'avais beaucoup de questions de cet ordre-là. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir que ce que ça ouvrait pour eux, c'est qu'on n'a souvent pas de perspective historique. Donc, on est juste devant les faits du présent. Puis ça peut être vraiment dur. Ça fait un mur. Ça fait aussi du déni d'extinction ou d'autres formes de refermement. Et on dirait que la pièce de théâtre permettait aux gens de digérer certaines informations qu'ils savent déjà, mais ça devenait aussi comme un moment où on se donne
un temps d'arrêt, là, puis ça devient presque un deuil de vivre tout le drame, toute la tragédie, mais dans ce contexte-là, comme si la pièce de théâtre nous donnait cet espace-là pour s'asseoir puis vivre ces émotions-là ensemble. Oui, parce que c'est quand même très complet, puis j'ai assisté à la générale devant le public, j'ai été extrêmement touchée, évidemment. Il y avait des rires aussi, un petit peu plus d'incompréhension, de se dire, mais voyons donc, il y a des choses comme ça qui se sont dites, autant qu'effectivement, il y avait certaines parties qui étaient pour la préservation, puis se dire, ça n'a pas de bon sens d'agir comme ça, il faut les protéger, il faut faire quelque chose. Donc, il y a vraiment un gros mélange des deux. Il y a un bel équilibre, je trouve, quand même, à travers ça. Et oui, c'est vrai que ça laisse un espace pour accueillir. OK, bien, à travers les générations, les années, c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui s'est dit, qui s'est fait. Maintenant, on arrive aujourd'hui avec le constat actuel de cette précarité et oui, il y a un deuil à faire, puis de se dire, bon, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Et c'est beaucoup la question qu'on m'a posée, en fait. Oui. C'est pas facile à répondre, non? Une grosse responsabilité d'essayer de répondre à cette question-là. Puis, ben, en fait, aussi, ce qui était particulier de la conquête du Beluga, adapté comme une pièce de théâtre dans le cadre du FTA, c'est qu'on a joué sur le bord du fleuve, au quai de l'Horloge, et c'est une espèce de petite plage un peu kitsch quand même, là, avec des gros parasols en béton. Et il y a des gros paquebots qui passent à côté. On a eu une des représentations où il y avait carrément un bateau de croisière avec les remorqueurs, avec la gendarmerie maritime qui était là. Il y avait un party d'enterrement de vie de fille, de mariée ou je ne sais pas trop quoi, qui criait parce que ça faisait des vagues. Donc, les comédiens devaient jouer avec les composants du paysage. Et le Saint-Laurent, il est nommé au moins 15-20 fois là, dans le texte. Donc, ce rapport à l'eau, entendre le courant aussi dans les moments calmes où il n'y a pas toute cette activité de trafic maritime-là, ça nous permet de se connecter au sujet, de sentir que les décisions aussi qui sont faites dans les choix d'auteurs, c'est qu'on a un rapport au territoire. Puis les Inuits sont beaucoup placés au cœur de ce rapport-là aussi dans le texte. Et ça nous amène à peut-être développer ce lien-là. C'est une des pistes, en fait, aussi, pour avoir plus espoir, c'est de voir la nature comme quelque chose de très fort, qui se régénère et de ne pas toujours avoir une approche qui est comme paternaliste de protection, mais de changer complètement son paradigme par rapport à la nature. Absolument. Puis je pense que c'est quelque chose qui est soulevé dans plusieurs lieux, si on veut, au niveau de l'environnement et de la transition écologique. Il faut arrêter de se dire qu'on doit sauver la planète. La planète va bien s'organiser sans nous, mais nous, on a des choses à changer pour nous dans notre façon d'être, dans notre façon de voir les choses, puis de se connecter à la nature, justement. Puis effectivement, d'être au bord du fleuve, tout comme quand vous l'aviez fait à Carleton-sur-Mer. Oui. Ça devait être absolument magnifique dans ce secteur-là également, mais ça apportait une dimension encore plus grande et plus évidente au sujet que de le faire au bord du fleuve lui-même. Puis de jouer en Gaspésie, le projet avait été porté par les productions à Tour de Rôle. Il l'est toujours d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je parle au passé. Et en fait, Pascal Joubert avait eu l'idée de le jouer sur le quai, puis c'est tellement une belle idée. Moi, j'ai travaillé longtemps aussi sur la disparition des quais. Ma démarche est venue par le Beluga maintenant, mais je m'intéressais à ces fermetures-là, à la surpêche. Ça faisait déjà partie de mon univers de création que de retourner sur les quais avec un projet de théâtre comme ça, c'était fabuleux parce que j'ai une démarche qui est comme participative, qui est comme inclusive, qui essaie d'entrer les gens. Moi, je vis à Escuminac, c'est un très, très petit village, puis j'avais le rêve de pouvoir parler de ce que je fais avec mes voisins. Je suis une artiste en art contemporain quand même, puis je me sens un peu comme extraterrestre des fois où j'habite, là. Donc là, je trouvais ça vraiment intéressant d'aller sur le quai puis d'amener un projet parce que c'est un lieu comme une place publique là, d'un village. On rencontre, on discute tellement facilement. Puis aussi, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a l'habitude d'aller au théâtre. Donc, d'amener le théâtre sur le quai où les gens vont systématiquement au coucher du soleil ou au lever du soleil en Gaspésie, c'est ça le spectacle là, habituel, c'est le lever et le coucher du soleil, que d'ajouter une pièce qui se joue à ce moment-là. Ça fait aussi un mélange de personnes qui ne se rencontreraient pas nécessairement dans un contexte. Donc, les gens vont aller assister au coucher de soleil et vivre le théâtre, en fait. Oui, puis ça nous ramène à ce que l'art et les processus créatifs ont un rôle à jouer dans
la communication entre les publics, pas juste de l'interlocuteur à celui qui reçoit, mais aussi entre eux. Comme tu dis, des personnes qui ne se rencontreraient pas normalement, qui ne se parleraient pas normalement, qui ne sortiraient peut-être pas voir du théâtre non plus ou entendre des œuvres comme ça. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement rassembleur. C'est très beau d'entendre ça puis de constater ça. Mais je trouve que c'est comme une clé aussi au développement durable, parce que souvent, on travaille beaucoup dans des groupes, puis il n'y a pas beaucoup de diversité dans ces groupes-là au sein des idées, c'est vraiment important d'aller faire comme une démocratisation des idées, puis d'aller chercher des publics qui ne vont pas dans ces sphères-là nécessairement. Oui, donc de se retrouver comme ça sur la place publique dans un lieu très communautaire, si on veut, ou qui amène à la conversation, ben c'est une façon de l'amener vers les gens puis de décloisonner, d'offrir ça, de pouvoir donner accès à cette ouverture sur le monde ou sur d'autres pensées peut-être à travers l'art, à travers les œuvres. Oui, donc c'est quelque chose c'est ça, que je trouve beau et important et qu'on tâche de plus en plus de faire, de ramener ça dans la communauté, que ce soit par des projets avec les arrondissements en ville, ne serait-ce que les jardins, ce genre de choses-là, avec les enfants, les familles, beaucoup de communautés immigrantes aussi, qui se retrouvent exclues de ce genre de projet-là aussi ou de ces accès-là. Alors, merci d'amener ça en extérieur comme ça. Je pense que c'est absolument nécessaire et c'est un des rôles des artistes de permettre ça, selon moi. Donc, tu parlais d'une longue étude d'archives en arrière de la pièce, mais aussi en amont de ça qui a mené vers des projets qui ont eu une convergence à un moment donné. On parle de combien d'heures? Là, tu parlais de 150 ans, par exemple, d'écrits parlementaires que tu as lus en archives. Toi aussi, tu as fait de l'archivage sur des données recueillies que tu as fait en allant écouter les baleines, les belugas, en prenant des photos aussi. Tu as quand même un gros processus autour de ça. As-tu calculé un peu le cumul d'heures ou d'années que ça a pris, tout ça? Bien, je n'ai pas calculé. Là. Mon seul chiffre, c'est en fait par rapport aux données pour écrire La conquête du beluga, c'est que je passais à travers pratiquement 17 000 textes politiques. 17 000 textes. Extraire la parole politique comme un travail de distillation. Puis ça peut être très plate à lire, là. Oui. Les verbatims politiques. Je vous assure, ce que j'ai extrait, c'est pas plate, là. Il y a vraiment des perles et des choses très, très fortes qui sont dites. Il y a Absolument. Des discours de cœur aussi. Donc, c'est ça, mais il faut les chercher, ces petites perles-là. Donc, 17 000 textes quand même. Puis ça, c'est sur quelle durée dans le temps? 2 sur combien? ans. 2 ans? Oui. Ben, c'est quand même, tu as été productive. Je lisais vraiment vite aussi parce que c'est souvent très plate puis tu vas en diagonale. Oui, une petite lecture en diagonale pour aller à l'essentiel, disons. C'est nécessaire. Puis est-ce que tu savais qu'en bout de ligne, tu allais arriver à quelque chose comme ça ou c'était vraiment juste dans ton processus de recherche que tu t'es retrouvé à dire, ben, je veux aller voir qu'est-ce qui s'est dit pour suivre au niveau politique? Quel impact social ça a eu, justement, le passage de nos politiciens à travers les âges? Ou bien tu t'es dit, je veux écrire quelque chose à partir de ça. Qu'est-ce qui est venu en premier? En fait, quand j'ai commencé, tout de suite, l'idée m'est venue parce que je me dis, on dirait que je n'ai même pas besoin de réécrire. On dirait que tout est là. On dirait que c'est déjà une pièce de théâtre. Je l'ai senti dès la première journée que j'ai commencé à lire ça. L'idée est arrivée. Puis, elle est arrivée pour le premier livre. Donc, après ça, je me suis dit, il faudrait que je fasse le même exercice, finalement, pour le deuxième livre. Oui, parce que c'est ça, il y a un autre livre, je ne sais pas si c'est lui que tu tiens entre tes mains, qui se fait rare. Oui, il est épuisé, malheureusement. Il est épuisé. Je vais m'y mettre, là. Et il y a La conquête du beluga aussi, là, qui est le deuxième. Donc, c'est comme la version un peu Québec et la version un peu Canada de cette histoire commune avec le beluga. OK, mais ça se complète quand même bien, ces deux écrits-là. Puis, dans le livre La conquête du beluga, on m'en a parlé comme étant un genre de petit bijou à découvrir, à éplucher. Il y a des photos insérées dans le livre et tout ça. Donc, des photos prises par toi, évidemment. Oui, en fait, une des images qu'on a, c'est vraiment des petites enveloppes qu'on a à l'intérieur du livre, là. Oui. Et les images qu'on a, en fait, on a 2 images d'allaitement de beluga. D'allaitement de beluga, quelque chose qu'on voit souvent. Puis aussi, ça, je pourrais peut-être faire
parenthèse là-dessus, c'est que moi, j'ai été vraiment interpellée en 2014-2015 à Kakuna. Il y a eu toute une mobilisation citoyenne pour protéger un espace où on voulait faire des forages, un port méthanier dans ce secteur-là. Et les gens ont dit, mais non, mais on ne peut pas faire ça. Là, il y a une pouponnière de beluga. Et ça, c'est un terme que je n'avais jamais entendu, puis je ne pense pas qu'on l'a utilisé avant ça. Et c'est comme un terme qui a été créé pour nous sensibiliser à des lieux là, qui existent pour des raisons, puis qu'on ne peut pas tout faire partout, qu'il doit y avoir des corridors de protection, qu'il doit y avoir des aires reconnues. Puis c'est très rare qu'on défend un territoire avec des mots qui parlent de maternité, de choses comme ça. Moi, je trouve Absolument. que ça montrait vraiment un changement dans la société. Puis j'avais le goût de faire un projet pour faire exister le lieu en tant que tel parce que ce n'est pas un terme qui est totalement scientifique, là. Mais oui, ça parle mais beaucoup. ça parle beaucoup aux humains qui ne sont pas scientifiques pour la plupart, qui ne sont pas du milieu scientifique, puis que peut-être justement des termes non vulgarisés feraient comme ben, OK, ils vont sûrement aller le faire ailleurs. Non, non, une pouponnière de beluga, là, tout d'un coup, ça nous ramène à nous. Oui, puis ça devient barbare de faire une action là-dedans. Ben oui, il n'y a personne qui voudrait aller faire ça là. Et donc, moi, je me suis donné comme un mandat artistiquement là, de faire exister ce lieu-là. J'ai fait plusieurs projets qui ont rapport avec cet aspect-là de maternance qu'on va retrouver souvent dans ma démarche artistique. Puis, j'ai créé comme un dispositif qui était présenté là, les 2 dernières semaines à Montréal qui s'appelait « Dans le ventre de la baleine ». C'est comme une tente d'immersion très sombre dans lequel on a un dispositif là, haptique, ça veut dire avec des vibrations, puis un casque d'écoute. Puis, c'est comme une plongée sous-marine où on reçoit des signaux des belugas. On est dans une pouponnière de belugas. Il y a une histoire qui se passe. C'est perturbant, c'est émouvant, et on reçoit le son d'une façon différente parce qu'on est habitué avec nos oreilles de spatialiser le son, mais sous l'eau, ça ne se passe pas comme ça. Donc, d'où l'intérêt d'avoir le dispositif de vibration collé sur le corps, finalement. Oui. Puis le casque d'écoute pour être vraiment isolé de l'extérieur, si on veut d'aller faire appel à d'autres sens. Le projet se termine en disant quelque chose comme quand on a vécu ça, être dans une pouponnière de beluga, c'est impensable de faire un forage dans un endroit comme ça. Oui. Il y a cette partie-là du projet qui vient vraiment à quelque part troubler les gens parce que c'est ça, quand on sort de l'eau après cette expérience-là, tout le monde me disait ça ne dure pas assez longtemps, je me fais comme arracher de quelque chose quand ça finit. Mais c'est ça la sensation, on est au milieu du monde quand on est dans cet endroit-là. C'est impensable de se faire du mal dans une pareille place. Absolument. Puis tu sais, autant que nous, en tant qu'humains, dès que ça fait appel aux enfants, là, mon Dieu, des femmes, des enfants, c'est toujours ça qu'on entend au niveau de la guerre, au niveau des lieux, des gens expatriés ou territorialisés, pardon. On pense toujours aux femmes, aux enfants, surtout aux enfants, puis ça nous touche encore plus quand c'est des enfants ou des bébés qui sont atteints. Et là, d'amener cette dimension-là pour une partie du règne animal, ben, c'est de se dire, ben, c'est ça partout aussi. Là, c'est sous l'eau, c'est encore moins tangible pour nous qui sommes à l'extérieur, qui n'allons pas dans l'eau observer ces lieux-là ou les entendre. Donc, de nous ramener à ça, je trouve que c'est essentiel, c'est important. Puis, des installations comme ça nous permet encore mieux de comprendre. Au-delà du terme pouponnière de beluga, où est-ce qu'on se dit, oh mon Dieu, mais non, on ne peut pas faire ça. Là, en plus d'avoir la possibilité de s'immerger là-dedans, dans cette histoire-là, dans ce qui se passe, je trouve ça magnifique. Puis je pense que ça a un impact sur les gens, sur les publics qui vont assister à ça, qui vont le vivre. Il y a tellement d'invisibles dans tout ce qui est marin. Hein? Absolument. Donc, c'est comment on fait pour le rendre visible. Puis, il y a une grande part aussi qui est comme invisible. Moi, j'ai fait de la plongée sous-marine dans l'Arctique, là, dans la baie d'Hudson, au Svalbard, avec des belugas parfois. Et souvent, on ne voit absolument rien. L'eau n'est pas toujours claire. Non, c'est ça. Et c'est tout un monde acoustique. Donc, c'est comme un autre rapport aussi. Il faut se mettre dans la place de l'animal, en fait, qui vit son territoire complètement autrement avec d'autres moyens sensoriels. Oui, qui sont complètement déconnectés de ce que nous, on connaît. Donc là, tu racontes que tu as même fait de la plongée sous-marine pour aller les observer, les entendre aussi. Est-ce que tu as toi-même fait des enregistrements? Est-ce que c'est toi qui tenais Oui, c'est ça, mes phare? enregistrements. J'ai fait de la caméra sous-marine aussi
Wow. Est-ce que ça t'a demandé un certain entraînement ou une certaine étude de connaissances parce que c'est pas la même chose que de filmer en extérieur sur la terre ferme? Oui, oui, c'est pas évident. Puis on n'a pas beaucoup de. En fait, on n'a pas beaucoup de grand angle, si on veut, sous l'eau. Aussitôt qu'on est sous l'eau, là, ça réduit le champ de vision énormément. Puis en plus, il y a de la noirceur très, très, très rapidement. C'est tout un défi. Donc Puis là, entendre aussi, c'est un défi parce qu'on ne sait pas, quand la baleine chante, on ne sait pas si elle arrive de la droite ou de la gauche. Et d'en bas ou d'en haut, on est incapable de spatialiser le son. Puis on ne la voit pas, mais on sait qu'elle arrive. Puis les belugas, ils sont très vocales. Moi, je chante un peu quand je vais sous l'eau. Puis là, je les entends arriver. Puis je me suis rendu compte que quand je suis vraiment à l'écoute de mon corps, souvent, je suis capable de capter des vibrations, moi, avec mon genou. Puis nos ossements sont capables de faire ça parfois, mais c'est comme un système qu'on n'utilise vraiment pas beaucoup. qui n'est pas développé. Pas du tout, en fait. Non, on n'en a pas besoin. Mais ça peut être tellement fort, les clics puis les sons qu'ils nous envoient, que des fois, on est capable vraiment de les recevoir, un peu comme des petites pulsations là, sur notre corps. Puis dans le fond, eux, on estime qu'ils le perçoivent de cette manière-là aussi en termes de vibrations et non pas d'ouïe sous-marine. Il y a des vibrations, il y a des ondes, mais c'est... Et je ne pourrais pas te le dire, mais c'est comme ça que je me l'imagine, oui. Parce que moi, je reçois leur son comme ça, que je me demande si eux, ils le reçoivent comme ça, mais qui sont beaucoup plus à fleur de peau. Je veux dire, peut-être qu'ils le ressentent plus dans tout leur corps, comme mon genou a su me Oui, c'est ça, le genou magique sous-marin. Non, mais c'est vraiment fascinant. Est-ce que tu as trouvé ça difficile d'avoir à t'entraîner et te préparer pour ces plongées-là? Non, mais moi, j'ai toujours été une personne très aquatique. C'est ça, c'est plus le froid qui a été mon entraînement. Oui, ouais. Hey, j'imagine. Ça doit être des températures... L'eau est comme à 2 degrés Celsius là, dans l'Arctique. Et est-ce que tu le perçois malgré oui. l'ensemble? Ah oui, ouais. On le perçoit quand même. Les doigts, c'est pas étanche, là, et le visage non plus. Là. Oui. Ouais. Donc, ça se ressent et c'est une habitude à apprendre pour le corps. Il y en a qui font ça plusieurs mois par année, même ce genre de recherche-là, d'études-là, de plongée-là. Donc, je te lève mon chapeau, franchement. Donc, pour la pièce en tant que telle, je lisais que c'est à l'intersection du politique et de l'écologique. Donc, là, tu nous en as parlé un petit peu. C'est parti de verbatim qui ont été verbalisés par des politiciens, entre autres, différents partis. Il y a une grosse portion écologique. L'amalgame des deux, est-ce que tu trouves que ça se marie bien dans la pièce? Est-ce que la réception est bonne par rapport au fait qu'il y a du politique et de l'écologique? Oui. Souvent, quand on parle de politique, les gens ont comme un peu peur que ce soit revendicateur. Oui. Puis tout le monde, à la fin, me dit, souvent, en tout cas, comme commentaire, c'est fait avec tellement de douceur et c'est tellement étonnant. On ne s'attendait vraiment pas à ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est comme marquant dans beaucoup de mes œuvres. C'est très engagé, mais d'une façon extrêmement maternante, une façon vraiment de faire parler le cœur. Et c'est peut-être une belle façon d'engager les gens qui auraient un peu de résistance. Oui, parce que parfois, on peut peut-être se sentir confronté personnellement par des sujets comme ça, parce que veut pas, on se sent un peu pointé du doigt, on se dit « Oh mon Dieu, moi, qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait dans ce contexte-là pour aider ou nuire à la situation? » Puis effectivement, c'était un de mes constats aussi en tant que public de me dire « C'est super engagé, effectivement, mais peut-être de par le fait de ne nommer aucun parti, de ne pointer personne du doigt, de garder un discours relativement ouvert, de montrer les faits, les deux partis, les deux côtés de la médaille ou les diverses facettes d'une situation, de dire, il y en a qui ont dit ça, il y en a qui ont dit ça, il y en a aussi qui ont dit ça comme ça. Maintenant, je vous laisse avec ça. Il y a place à ce que le public ait sa propre réflexion à travers ça. J'ai l'impression que c'est peut-être un des marqueurs importants de tes œuvres. C'est comme si le beluga nous regardait dans tout ce qu'on a fait depuis 150 ans, tout le monde. Puis là, nous, on assiste à ça, à ce regard qu'il porte sur nous, en fait. Qu'on se sent regarder, tout le monde, mais pas nécessairement jugé, mais on voit, on reconnaît qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est super important de le faire. Oui, je suis bien d'accord avec toi. On a parlé de ton livre qui a émergé de tout ce travail-là. Je lisais une phrase qui me faisait sourire puis qui me touchait. La conquête du beluga est celle d'une conquête du récit pour faire ressurgir des morceaux de l'histoire et lutter contre l'oubli et la disparition.
parce qu'effectivement, la mémoire est une faculté qui oublie, bien trop souvent même, et même à courte échéance, à court terme. Est-ce que dans ton regard, présentement, là, c'est un parcours qui dure depuis plusieurs années, tu as eu diverses étapes dans ce processus-là, dans ces œuvres-là, est-ce que tu penses que tu accomplis la mission que tu voulais? Je crois que oui. J'aime beaucoup le mettre dans la main des autres aussi. Puis, comme une œuvre que je présentais aussi au FTA, dans le ventre de la baleine, c'était une petite performance très, très, très légère, là, mais où j'ai amené des sculptures que j'ai faites en marbre. Ça représente des petites dorsales de beluga. Grosso modo, c'est ce qu'on voit quand on est en mer et qu'il y a un beluga, c'est juste sa crête dorsale, donc un petit dos. Puis je m'étais inspirée des photos que le GREM font pour faire la photo-identification des belugas au fil des années. Ils photographient à chaque été des belugas et ils ont toute une banque de données. Puis c'est facilitant si tu veux faire une sculpture réaliste parce que souvent, ils ont des cicatrices, ils ont des particularités. Puis j'en avais choisi 6 qui avaient des cicatrices, dont celui que j'ai amené la semaine dernière, c'était Elle Joyeuse. Donc lui, il y avait eu un petit coup d'hélice dans le milieu du dos. Et c'est un beluga que les gens pouvaient prendre, cette pierre-là, dans leurs bras et s'asseoir avec elle. Puis moi, je me berçais avec le beluga. Puis quand les gens venaient s'asseoir avec moi en attendant leur tour pour rentrer dans la tente d'immersion, je leur donnais. Puis je leur disais, vous savez que cette œuvre-là m'est inspirée par le processus de Kakuna qui est d'amener, en fait, les gens à faire exister cette pouponnière-là, puis à la faire reconnaître, puis à la protéger. Donc, quand on prend la pierre, c'est quand même une lourde responsabilité parce que c'est lourd aussi physiquement comme objet, puis ça nous écrase un peu. Mais c'est très beau de voir les gens activer l'œuvre, puis sinon, c'est juste une pierre, c'est juste une sculpture, mais c'est la petite performance participative, la partition qui dit « assis-toi, prends la roche dans tes bras, berce-toi, et prends le temps d'être avec cet objet-là. » Puis ça ouvre aussi une réflexion, puis on voit les gens le faire, donc tout le monde autour se met à observer. Il y a une candeur là-dedans aussi, puis je trouve que ça crée aussi un moment pour reconnaître. Puis est-ce qu'il y avait des réticences du public à le faire? Est-ce qu'il y en a qui étaient comme mal à l'aise, gênés d'aller faire ça? Je sais pas trop. Je pense que les gens qui veulent vraiment pas participer, ça se tient toujours loin. Oui, c'est ça. Vu que c'est comme dans un parc de façon très informelle, il n'y a pas un public qui te regarde, tu es comme non. Avec moi, on jase. C'est un peu comme, tiens, mon affaire, une 2 minutes. Oui. Là, c'est pas trop impliquant. Là. Oui, c'est pas se faire mieux sur scène. C'est là. relativement informel en ce sens que il n'y a pas une performance avec la personne qui se sentirait peut-être regardée, puis ça amène une détente, une connexion. Puis c'est une belle prémisse. À ce qui s'en vient après comme expérience. Oui, c'est ça. Puis c'est aussi, vu que c'est lourd, les gens ont tendance à le cogner un peu. Puis on voit que le marbre, il s'est comme effrité avec le temps. Ça fait quelques années que j'amène ça dans des événements. Il est dans des musées. Au musée, il y a aussi une partition où on peut le prendre. Donc, il s'effrite là, avec l'usure du public. Puis je trouve que c'est à l'image de notre rapport avec beaucoup d'êtres vivants. On veut être très proche, on ne sait pas trop comment, on effrite le rapport parce que des fois, on en fait trop, on ne sait pas prendre soin nécessairement. Donc, il y a aussi ça qui joue là-dedans. Oui, c'est très beau, c'est une belle image. Et en termes, si on parle plus de l'œuvre papier qui a abouti avec ça, ou en tout cas qui s'est immiscé éventuellement dans ton parcours, le rôle de cette œuvre-là, est-ce que c'est pour toi encore le fait de ne pas oublier, d'avoir un meilleur contact avec ce que c'est? Quel rôle tu penses que ça joue? Et honnêtement, moi, quand j'avais commencé le projet, quand j'étais jeune, j'avais un poster dans ma chambre quand j'étais un petit enfant d'un beluga et j'avais une grosse, grosse passion pour le beluga. Puis l'affiche disait « L'heure à venir, c'est surtout le nôtre ». Moi, j'avais ça au-dessus de mon lit. Là. C'est la nuit, quand je ne dormais pas, c'est ça que je voyais, cette phrase-là. Ça m'a vraiment frappé beaucoup. Puis je pense que ça me porte beaucoup cette angoisse-là de ce titre-là d'affiche. Et j'ai l'impression que j'accompagne peut-être les belugas du Saint-Laurent dans potentiellement une extinction, en fait. Je le vis sérieusement comme ça, mon projet. Okay. Je le vois aussi comme un espace de deuil, d'inquiétude. J'espère qu'il va y avoir des mesures qui vont être faites, mais on
on a un peu d'espoir, mais on n'en a pas tant que ça. Oui, dans l'état actuel des choses, pour toi, ça ressemble plus à un accompagnement vers la fin, vers l'extinction de cette espèce-là, comme on l'a vécu de plus ou moins près avec plusieurs autres espèces là, qui ont vécu une extinction, puis on n'est même pas au courant, on ne sait pas trop, c'est loin de nous. Donc, ça doit être particulier de te dire qu'à travers ton processus, ta réflexion, c'est ça, de dire, ouais, ben ça se peut que ce soit ça la finalité, tu sais. Mais je les vois vraiment comme une sentinelle de ce qu'on a fait à la planète. Donc, si les grandes baleines se mettent à disparaître, si les populations locales de baleines se mettent à disparaître, je crois que c'est grave. Là. Oui, effectivement. Puis ça transparaît dans les œuvres. Oui, définitivement. Puis justement, puisque c'est médiatisé beaucoup depuis quelques années, il y a eu divers événements marquants au niveau médiatique qui comprenaient des baleines, des belugas, différents cétacés. Puis les gens, tout d'un coup, là, ça soulevait, là, puis ils étaient outrés par tout ça. Puis il y a quand même ça qui est là, mais avec, j'ai l'impression, beaucoup de maladresse parce qu'on veut faire quelque chose tout d'un coup, puis là, on se dit, mais là, il est trop tard? Puis on se sent un peu impuissant parce qu'on se dit, ben là, que je vais faire, moi, pour la sauver, la baleine, ou sauver le beluga, c'est quoi mon pas à moi? Qu'est-ce que je peux faire de plus ou qu'est-ce que je peux faire mieux? Toi, est-ce que tu as comme des idées de ce que tu aimerais dire à ces personnes-là qui se questionnent? Bien, je pense qu'il y a toutes sortes de biodiversité plus proche de nous. On ne vit pas toutes dans un territoire où il y a des baleines, mais les baleines ont la grande force d'avoir un pouvoir très magnétique là, sur nous. On a beaucoup plus de sympathie pour elles que pour un invertébré, par exemple. Mais dans la mythologie, les baleines, c'est un peu le mot qu'on utilise dans Moby Dick. Là. Le Melville, c'est Val qui veut dire l'arche. C'est un peu dans le sens de l'arche de Noé dans les mots scandinaves anciens aussi. Et donc, la baleine, elle représente potentiellement le seul animal qui, dans son cercle ou cycle d'évolution, a déjà été un poisson, a été un mammifère terrestre, puis a évolué pour retourner à l'eau. Tous les autres n'ont pas fait ce cycle-là. Et donc, on pense que c'est dans beaucoup de cultures que cet animal-là a tout le savoir à peu près de tous les autres animaux parce qu'elle a fait le cycle complet de sortir de l'eau et d'y retourner, en fait. Et elle est très grande, sa mémoire, son cerveau est très grand. Donc, peut-être qu'il y a ça aussi dans l'idée de mon projet, c'est que c'est comme si cet animal-là comporte la clé de la survie de toutes les autres espèces, puis pour aider la baleine, il faut aider toutes les autres espèces, en fait. Parce qu'elle en est la gardienne. Oui. La mémoire, la bibliothèque et l'archive. Et c'est donc pour ça que je la représente aussi par l'archive. Oui, ben oui, ça fait effectivement un beau lien. Puis je n'avais pas la notion que cet animal était représenté comme tel dans beaucoup de milieux, dans beaucoup de textes mythologiques ou de représentations de l'animal. Je trouve ça intéressant de le voir comme ça et de savoir qu'elle a même passé par le terrestre pour retourner à l'eau finalement. C'est quelque chose c'est une dimension impressionnante et qui amène, je ne veux pas dire un romantisme autour de l'animal, mais il y a, comme tu dis, un magnétisme, une fascination pour cet être-là qui est immense dans tous les sens du terme. Il y a quelques années, j'étais allée à l'île Verte, là, où il y a le musée du squelette, où Pierre-Henri Fontaine a toutes sortes d'ossements, un musée privé, mais super intéressant. Puis il y a deux petits os, parfois, dans les squelettes de baleines qui flottent au niveau de ce qui aurait pu être un bassin. Et c'est les vestiges, en fait, du bassin de l'époque où il y avait 4 pattes et qui marchait sur Terre. Donc, c'est un os qui sert probablement à rien, à part nous rappeler qu'ils ont fait ce cycle-là. Ils ont fait ce cycle-là. Donc, ça peut même... ça ne relève pas juste de la mythologie, ça relève aussi d'une étude scientifique autour de l'animal qui dénote ça, finalement, que selon l'évolution de l'ossature et tout ça, c'est un animal qui aurait marché sur la Terre, en tout cas qui aurait eu une vie terrestre. Donc, dans ton projet, justement, Archives sur les belugas, ça t'a pris
combien de temps pour bâtir l'archivage sonore et photographique? C'est un archivage essentiellement sonore et photographique, si je ne m'abuse. Ben là, il y a des projets de théâtre aussi, les livres, j'ai des films aussi. J'ai fait un film qui s'appelait Mise au monde, où je suis allée en Russie. Je me suis intéressée aux personnes qui vont chercher des belugas dans la mer et qui les vendent dans des aquariums à l'international, puis qui les déplacent. Puis c'est une scène qui est très difficile à filmer parce que ça ne paraît pas bien. Et puis au Québec, on a eu pour la suite du monde où on avait une scène semblable dans les années 60 où le Québec était en train d'entrer dans la modernité, que je suis partie à la recherche, moi, de cette scène-là, mais en contemporain. Je pense que j'étais allée comme en 2017 ou 2016, je crois. Et donc, c'est très varié, je ne sais pas, mais ça fait 10 ans, mais à chaque année, je fais au moins un projet. Une de mes premières années de projet, j'étais allée dans tous les aquariums pratiquement aux États-Unis où il y avait des belugas. Puis c'était comme la première fois que je voyais un beluga de proche aussi, là. Ouais. En fait, j'étais arrivée devant un aquarium ma première fois, le premier beluga. J'étais comme complètement bouleversée. Puis il y a un beau, gros beluga qui est venu me voir. Puis là, j'ai dit, hey, tu me donnes-tu la permission de faire un projet sur vous, tu sais? Mm-hmm. Puis il m'a regardé là, très intensément dans les yeux pendant au moins 2 heures. Il était à côté de moi, dans la fenêtre. Puis moi, j'étais très intense. Là. J'aime beaucoup les belugas. Puis là, les gens de l'aquarium venaient et disaient « Wow, il se passe quelque chose entre vous deux. » Ouais. Et puis, j'ai fait une magnifique photo de cet œil-là qui me regarde et qui fait partie de mon archive et comme une des images clés sur ma démarche. Oui, ouais. Je l'ai vu, cette photo-là qui est vraiment marquante, effectivement. Là, on a le goût, on se sent vraiment regardé pour vrai. Oui. Ah, on est pénétré par cet œil-là. Puis la photo s'appelle « La permission ». C'est un peu l'anecdote de cette derrière la photo. Derrière la photo. Puis ça devait être quand même quelque chose pour toi. Je veux dire, c'est le premier aquarium que tu visites, le premier beluga, disons, que tu rencontres. Puis tu as cette connexion-là avec l'animal, tu sais, avec cet être vivant. J'ai cet œil-là aussi qui me reste après dans l'image. Je l'ai à la maison aussi, dans mon bureau, là. Ouais. Puis j'ai l'impression qu'il veille un peu sur moi, puis qu'il est vraiment au cœur de ma démarche, ce regard-là, parce que j'essaie de me mettre dans la perspective du beluga dans certaines de mes créations. J'essaie d'adopter cette posture-là, d'être dans l'œil du beluga. Qui est un défi en soi, mais qu'on pourrait peut-être nommer de nécessaire si on veut pouvoir parler de l'animal en tant que tel. On n'a pas le choix de se mettre à sa place et d'essayer de se mettre dans sa peau, dans son regard, dans son vécu. Oui, puis beaucoup des choses qu'on entend aussi sur le beluga, c'est un point de vue qui est scientifique. Puis moi, je ne suis pas une scientifique, je n'ai aucune prétention d'être scientifique. J'adore parler avec les scientifiques pour savoir qu'est-ce qu'ils font, mais j'essaie d'ouvrir un kaléidoscope de différentes façons de parler de ce sujet-là. Puis au niveau médiatique aussi, on a tendance à toujours donner la voix à la science. Mais c'est ça, une démarche comme la mienne, ça ouvre plus large, ça nous permet un autre rapport aux animaux. Oui, puis ça n'enlève rien à ta démarche, puis au sérieux de ta démarche, parce qu'au contraire, c'est ça, sans te prétendre scientifique, tu as été chercher l'information à la source, tu as été étudier suffisamment le sujet, puis tout ce qui l'entourait pour te sentir solide dans tes propos, puis ça se perçoit aussi dans les œuvres, même si c'est très, très ouvert et très maternel, comme tu le disais. Il y a quelque chose de très assis et solide dans ce que tu présentes. Merci. Ben oui, c'est un compliment. Donc, on a parlé, entre autres, de l'installation immersive dans le ventre de la baleine, qui a touché énormément les gens. Ici, à Montréal, c'était quoi, la troisième fois que tu présentais cette installation immersive? Ah, c'était ma deuxième fois, oui. Deuxième fois. Puis l'autre fois où tu as pu le présenter, c'était dans quel cadre? Ah, c'était une exposition aux ateliers Jean Briand il y a peut-être 2 ans, avant la pandémie. Là. OK, oui. Juste avant la pandémie. Oui, c'est ça. Puis est-ce que c'est une installation que tu aimerais être en mesure de reproduire ailleurs éventuellement, de pouvoir la faire voyager? Elle a beaucoup voyagé en Gaspésie. En fait, l'année passée, elle a circulé partout. Et puis, dans des lieux plus officiels, comme des musées. Je suis allée dans des festivals de pêche aussi, parce que c'est une petite tente de pêche à l'Éperlan, un peu mon dispositif d'écoute qui est adapté pour ça. Là. Quand on est à l'intérieur, dans le noir, nos yeux s'habituent à un moment donné, puis on commence à voir, parce que tout est fermé, il n'y a pas de fenêtre, rien.
Puis il y a une image qui est placée à l'intérieur de la tente et c'est une image que j'ai prise d'un aquarium, là. C'est les vétérinaires, quand ils font les échographies des belugas, et des fois, il y a des belugas qui sont gestantes. Et donc, quand l'œil s'habitue, on commence à voir l'image apparaître et c'est un petit beluga dans une échographie qui nous apparaît au moment où on commence à écouter la pouponnière puis comprendre où est-ce qu'on est au niveau sonore. Oui. C'est du très low-tech pour l'image. Oui, mais en même temps, c'est ça, c'est extrêmement complet. Je veux dire, tu ne peux pas t'en sauver, là. Quand tu es dans la tente, c'est une immersion entière et totale avec plusieurs dispositifs, justement, qui interpellent différents sens aussi parce que oui, on veut faire appel aux sens qui sont moins employés, disons, pour nous en tant qu'humains, mais à nos sens plus habituels, comme la vision, par exemple, avec cette échographie de beluga, qui doit être marquante quand ça finit par apparaître sous le regard. Moi, je n'aurais pas eu la chance d'aller dans le ventre de la baleine cette fois-ci, mais peut-être une prochaine fois. Donc, là, tu vas retourner en Gaspésie pour poursuivre des projets de création. Il y a plusieurs projets en cours. On en a parlé un petit peu de l'impact de tes œuvres sur le public. Qu'est-ce que ça laisse comme trace? Qu'est-ce que ça laisse par la suite? Est-ce qu'il y a des choses marquantes positives ou négatives, peut-être que le public t'a amené suite à l'expérience de tes œuvres, que ce soit dans le ventre de la baleine, la conquête du beluga, les livres peut-être aussi, là? Oui, bien, ça a été extrêmement riche, mon passage à Montréal avec le FTA, puis j'ai rencontré énormément de monde, puis même hier, là, j'ai fait un spectacle avec Safia pour le FTA, puis tout de suite après, il y avait une grosse fête d'organiser pour la clôture de ce festival-là. Puis j'étais là, puis tout le monde venait me donner leurs impressions sur comment ils avaient vécu leur spectacle. Puis ils m'ont dit « Wow! » On était vraiment très émus. C'était un spectacle sur le vivant aussi qui s'appelle Feu de forêt, qui nous amène aux baleines, étonnamment. C'est ça, il y a plein d'animaux, en fait, qui sont des costumes très, très cheap, comme un costume un peu de sixième année ou une pièce de théâtre de sixième année. Il y a beaucoup, beaucoup de décors qui sont amenés. Puis, en fait, une des scènes, il y a un beluga grandeur nature. Puis moi, je suis en maillot de bain, puis je rentre dans le beluga. Puis, je fais sortir, en fait, un petit beluga, mais on voit que c'est une femelle gestante qui est échouée, finalement. Il y a plein de tableaux vivants comme ça qui apparaissent avec la musique de Safia qui a une ampleur, puis une tristesse, puis ça vient vraiment porter les gens au niveau émotif. Puis aussi, le feu de forêt, en fait, il dégénère, puis il se rend jusqu'à une marée noire, en fait, un peu puis on se met à écouter, en fait, c'est quoi quand la mer est en feu pour les baleines? Qu'est-ce que ça sonne, un feu comme BP dans le golfe? C'est quoi qui se passe? C'est tout imaginé, là, c'est pas scientifique. Oui, mais ça nous met dans un état, et on est dans le drame avec les baleines, puis on entend ça, en fait. Il y a toutes sortes d'autres éléments. Là. Il y a des chevreuils, il y a des corbeaux, il y a des cigognes, et il y a de la vie qui revient, mais il y a de la vie qui part. Mais c'est comme un gros cycle, là, le spectacle de vie. Là, puis c'est ça, c'est encore une espèce de lieu où les gens vivent des émotions. On est vraiment touchés par ces sujets-là et qui ne sont pas si tant représentés que ça. Puis ça fait du bien à nos petits cœurs sensibles à ces sujets-là de vivre ça ensemble dans un contexte d'art vivant. Oui, puis est-ce que justement, tu sais, ces costumes un peu spectacle de sixième année, par exemple, est-ce que pour toi, ça a une signification ou pas nécessairement de se dire, ben, tu sais, c'est dans un lieu, c'est décomplexé, on veut juste parler du sujet puis on veut l'amener plus loin? Est-ce qu'il y a une réflexion derrière ce choix-là? Oui, bien, en fait, l'idée est venue du fait que moi, je me sens un peu imposteur au milieu de la scène. Ce n'est pas quelque chose que je fais d'habitude. Puis aussi, c'est que je trouve ça tellement beau, cet âge-là, 11 ans, 12 ans, parce que c'est un âge où on est comme encore un peu dans l'enfance, mais on commence à avoir de l'air à des adultes, que quand on fait des affaires, on a de l'air wow, là, tu sais. Puis c'est là qu'on perd vraiment tout notre côté animiste, mais c'est comme si on avait ravivé les bribes de cette époque-là pour faire le spectacle. Puis ça, je trouve que c'est vraiment une belle piste. Quand on entretient un rapport au vivant qui est animiste, c'est vraiment très sain pour
ne pas tomber dans l'anxiété. Donc, c'est comme une piste aussi de solution de par ce langage-là qui peut avoir de l'air très naïf, très proche de l'enfance, Oui. mais qui est vraiment une piste d'outils. Oui, une piste d'outils, puis un beau contraste aussi entre justement quelque chose qui peut sembler un peu enfantin ou peut-être, tu sais, c'est pas les grands costumes, on n'est pas dans le Cirque du Soleil où est-ce que là, tout est représenté de manière très léchée et tout ça. Ça donne un accès différent, je trouve, à ce qui est présenté sur scène. Et puis ce spectacle-là, est-ce que c'est quelque chose que vous songez à refaire ailleurs et autrement? Oui, absolument. Ouais. J'ai une amie qui l'a décrit comme un spectacle apocalyptique do it yourself. Apocalyptique do it yourself. Good. À garder en tête. Donc, pour ça, Marie, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir pu discuter des œuvres avec toi, de ce que tu fais, de ce que tu portes. C'est important et on donne de plus en plus de place justement à ce lien-là entre l'art et la transition écologique, l'art et l'environnement, l'art et le développement durable, parce que c'est un vecteur, parce que c'est une prise de parole, parce que c'est une prise de position aussi, puis ça nous donne accès différemment versus d'autres informations plus scientifiques qui sont véhiculées justement à travers les médias. Là, on accède à autre chose, à un autre niveau de notre être, si on veut, qui est moins cérébral, qui est plus proche du cœur. Donc, c'est important des artistes comme toi qui viennent représenter ça. C'est un parcours extrêmement riche et impressionnant. Je lisais tout ça sur toi, puis franchement, c'est une magnifique découverte pour ma part. Et puis, j'espère que d'autres personnes auront l'occasion de découvrir ses œuvres au fil du temps, puis de fouiller un petit peu sur son site Internet. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de matériel, beaucoup de beauté, beaucoup de choses touchantes également. Je ne sais pas s'il y a des questions de votre côté. On a abordé beaucoup de sujets. Oui, il y a des questions? Quelqu'un qui est surpris de voir que les Bélugas sont blanches. Est-ce que quelqu'un fait référence à peut-être de la protection des Bélugas, qui se demandait si ça avait porté fruit ou pas du tout, ou si ça avait porté fruit. OK, donc une certaine surprise par rapport au fait que les Bélugas seraient en danger présentement, vu qu'il y a eu un moment donné, peut-être une période plus prospère pour les Bélugas, puis là, il y a un déclin. Oui, bien, dans le Saint-Laurent, depuis 2015, ils ont le statut d'espèce en voie de disparition. Puis c'est vrai qu'au début des années 80, on remarquait qu'il y avait beaucoup de problèmes là, au niveau de problèmes de toxines. Mais en ce moment, les recherches montrent qu'il y a d'autres troubles, dont la pollution sonore, il y a d'autres pistes de solutions, là. Puis il y a beaucoup plus d'assainissement des eaux qui peut être fait par rapport au le traitement des eaux usées. Il y a moins de BPC puis de produits industriels aussi qui sont déversés. Mais une des choses qu'on apprend dans ma pièce de théâtre, entre autres, c'est à une certaine époque, là, je crois, je ne me rappelle plus de l'année, mais je crois que c'est en 1991 ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, autour de fin 80, début 90, on apprend que l'équivalent de 10 heures de chute Niagara de produits industriels qui sont déversés dans les Grands Lacs. Et donc, 10 heures de chute Niagara, ça en fait des litres d'eau, ça? Oui, et c'est pas il y a 200 ans, là, c'est quand même... C'est récent. C'est pour ça que ça allait vraiment pas bien dans les années 80 dans la population des Bélugas. Mais il y a eu beaucoup de mesures, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits pour empêcher ça ou l'atténuer à tout le moins, cet impact-là, parce que est-ce que c'est suite à ça qu'il y a eu les études justement qui ont été faites sur le niveau de toxicité de toxines décelées chez les Bélugas, chez les cétacés? À cette époque-là, oui, mais comme moi, je ne creuse pas les faits scientifiques, je creuse plus les données politiques. Là. Je ne veux pas m'aventurer dans les chiffres de ça, mais oui, bref. Ça ouvre quand même la réflexion. Il y a eu de l'évolution à ce niveau-là. Il y a des mesures. On continue d'en suggérer beaucoup. Oui, donc il faut continuer. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Tu disais qu'il y avait une seconde question. Oui. 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 En fait, il y a 6 populations mondiales. C'est un animal qui est principalement dans le cercle polaire. Puis on a une population vraiment particulière, isolée et spéciale dans le Saint-Laurent,
qui n'est pas comme les autres populations. Puis, il ne s'est pas étudié qui se mélangerait, mais on a un narval dans le Saint-Laurent en ce moment qui vient d'ailleurs. Donc, ça pourrait peut-être arriver qu'il y ait des êtres qui, parfois, vont aller dans d'autres troupeaux, mais il y a quand même 6 ou 7 populations différentes au niveau mondial. Là. Il y en a une qui est comme pas claire. Okay. Selon qui, ouais, selon à décide, qui on là. demande, c'est oui ou c'est non. Mais donc, 6 ou 7 populations à travers le monde pour les belugas. Puis, bon. Et celle du Saint-Laurent est en voie de disparition, celle aussi en Alaska aussi. À cause des variations climatiques, à cause de la toxicité des eaux, comme on disait, la pollution sonore, il y a beaucoup de raisons qui font en sorte qu'il y a un déclin au niveau de cette espèce. Oui, puis aussi, bien, dans le Saint-Laurent, on a quand même bombardé le beluga au début des années 1920. Ça a vraiment participé au déclin de l'espèce. C'est un facteur complètement humain qui est basé sur l'ignorance aussi, parce qu'on croyait vraiment qu'ils mangeaient le poisson. C'était le début de la surpêche. Ils ont été le bouc émissaire de cette action-là, de cette croyance-là. Et ça aussi, c'est un phénomène. Là, Oui, puis quand on dit bombarder, c'est littéral. Oui, carrément. Bombarder avec des... Mon premier livre, l'histoire sociale du beluga, déterrait justement les discussions parlementaires, même les montants votés pour acheter des bombes et engager un pilote pour faire cette mesure-là. Puis on regarde ça maintenant, on entend ça maintenant, on lit, puis on se dit, voyons, non, ça se peut pas. Mais... oui. Comment évoluer le discours par 50 ans au beluga? Puis aussi, est-ce que c'est à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils sont au courant de cette démarche-là? Ça donne une perspective que faire ça, ça fait beaucoup d'heures. J'aimerais ça, moi, qu'il y ait une représentation pour les parlementaires pour qu'ils puissent regarder cette pièce de théâtre-là. Je pense qu'ils pourraient avoir beaucoup de plaisir aussi. Ils se sentiraient peut-être encore en extension du travail, je ne sais pas. Mais c'est vraiment une bonne question. J'ai un blanc. C'est quoi donc? Au niveau de si ça a évolué depuis les 150 ans que tu as étudié, est-ce que là, il y a un changement? Est-ce qu'on voit une évolution, une transformation du discours? Au début, on a un discours purement mercantile. Il faut prendre possession du territoire. C'est vraiment l'époque de la conquête. Là, on est des conquérants, on veut tout pour nous, on va faire de l'argent avec ça. Puis on parle de l'huile de mâchoire. Il y a un débat qui part parce qu'on ne veut pas que les producteurs laitiers perdent des sous parce que là, ils veulent commencer à faire de la margarine avec les belugas puis les baleines. Puis là, il y a des conspirations avec la Russie sur la margarine, puis ça dérape. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on apprend à travers cette histoire-là, mais à un moment donné, ce n'est pas un hasard. Les femmes commencent à être élues et le rapport au vivant change complètement. C'est ça que c'est une des grandes choses que j'ai observées. Là. Une grande constatation quand même de dire l'apport féminin a quelque chose, c'est pas pour rien qu'il y a les deux. C'est ça, on arrive à épuiser aussi des ressources, puis là, on donne de la place aux femmes dans la société, puis la société commence à changer. Le dommage continue quand même, mais la mentalité change tranquillement, puis c'est pour ça que je dis, ce livre-là peut donner espoir quand même, parce qu'on voit que tranquillement, la société, elle évolue. Ça prend plein de choses, ça prend plein de monde, ça prend plein de facteurs, mais il y a vraiment ce constat-là qui se passe. Puis à la fin, on est inquiète pour comment se comportent en fait psychologiquement les belugas dans les aquariums. On a des considérations empathiques extraordinaires qui sont nommées à l'Assemblée législative. Là. C'est fascinant. On passe de... Il y a une allocution, c'est une députée qui dit oui, mais une beluga, les scientifiques pensaient vraiment qu'elle avait amené son petit proche du bateau pour qu'il puisse voir ses plaies. Puis elle dit quelque chose comme, est-ce que la nature, les animaux, est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'on leur fait? T'sais? Il y a des prises de conscience comme ça, un peu candides, mais il y a toutes sortes de choses qui sont dites, qui montrent un grand, grand changement. Et c'est totalement des paroles qu'on ne peut pas s'imaginer dans un contexte politique. Absolument pas. De les entendre sur scène et de se rappeler, oh, attention, là, ça a été dit dans un cadre parlementaire, là, ça a été dit par des politiciens, politiciennes.
Donc, oui, il y a une transformation qui passe du mercantile à une empathie puis une sensibilité face à ce qu'on fait, à ce qui se passe. Oui? Ben, il est à la bibliothèque, là. Le premier livre est quand même disponible à la bibliothèque, si on veut le trouver. Le deuxième est encore disponible dans certaines librairies. J'ai fait une petite recherche parce que je voulais me le procurer. Puis, je l'ai vu, il n'y en a pas beaucoup d'exemplaires encore. C'est comme. Mais moi, je renvoie aussi sur mon site Internet. Là, je les envoie directement aux gens. Allez sur son site Internet pour vous procurer ses œuvres, marisgoudreau.com. Alors, Maryse Goudreau, merci encore une fois d'être venue parler avec nous, discuter avec nous à la Maison du développement durable. Ça fait un beau lancement, je trouve, pour notre programmation pour la semaine de l'océan et du Saint-Laurent. Alors, évidemment, je vous invite à participer aux autres activités qui auront lieu, panels, conférences. Ce soir, on a une projection qui s'appelle Pacifique, ici à la Maison du développement durable à 19h. On aura la chance de discuter avec le réalisateur tout de suite après, Jean-Pierre Duval, qui est en visite de la France à Montréal, expressément pour ça et pour le Jour de la Terre. Alors, voilà, pour ceux en ligne, vous recevrez un sondage de satisfaction à la suite de cet événement, pour ceux qui s'étaient inscrits en personne également. Et je le rappelle, l'événement sera disponible sous peu sur notre chaîne YouTube. Merci à Hydro-Québec, partenaire de notre programmation, et à la Ville de Montréal. Merci Maryse. Merci. Bonne semaine. Bonne semaine.